C'est impressionnant de se retrouver ici, dans une telle salle, pour parler de la reconnaissance. On parle des badges, mais c'est surtout de la reconnaissance dont on va parler. Et donc, je vais faire on a ce livre blanc. Le livre blanc a été organisé de telle façon qu'on commence par parler des badges au début, parce que c'est quand même ce qui attire les gens, les badges, hein, l'objet. Mais ce qu'il y a derrière les badges, c'est vraiment la reconnaissance. Et donc, il y a toute une partie dans la première partie du livre blanc qui est consacrée à aborder la question de la reconnaissance. Donc, dans cette partie-là, on explore le fait que si les badges ont été inventés en 2016, ça a permis l'émergence d'un concept qui est celui de reconnaissance ouverte. Tout le monde parlait de choses ouvertes, hein. Il y avait open source, open data, éducation ouverte, mais personne n'avait associé les mots reconnaissance et ouverte. Et donc ça a été fait en 2016 lorsque nous avions une conférence à Bologne. Et l'idée de reconnaissance ouverte a permis aussi de développer un certain nombre de pratiques qui permettent aujourd'hui de repenser ce qu'étaient les open badges. Lorsque les open badges ont été créés en 2016, c'était sur un modèle assez classique qui était finalement on va délivrer des certificats numériques à la place de certificats papier. Là maintenant on est vraiment en train déjà depuis un certain temps, de réfléchir et de pratiquer surtout des approches dans lesquelles le badge n'est pas simplement un certificat sans papier, c'est un instrument qui permet de développer vraiment d'autres approches de la reconnaissance, de mettre en valeur d'autres approches de la reconnaissance. Donc tout d'abord, on a publié assez rapidement cette idée du plan de la reconnaissance, hein, avec deux axes. Hein, c'est plutôt centré sur les organisations, le formel, ou plutôt centré sur les communautés, l'informel, et puis plutôt orienté vers le passé ou vers le futur. Et donc on a vu plein d'approches avec les open badges qui étaient plutôt du côté un peu dans le cadran en bas à gauche qu'on nomme ici le cadran normatif, hein, c'est-à-dire grosso modo c'est qu'on veut des badges et on les aligne par rapport à des référentiels de formation, des référentiels de compétences. Et ce qui est intéressant, c'est si on arrive à déplacer un petit peu le centre de gravité des pratiques de badges du cadran en bas à gauche vers le cadran en haut à droite qui est plutôt du côté de l'émancipation. Et donc, vous trouverez dans le livre blanc un certain nombre d'exemples de ça. Alors, les badges, il y a un grand succès des badges, c'est certain, mais il y a aussi des limites aux badges. Le grand succès, c'est que finalement, c'est quelque chose qui est très simple, un badge, c'est une image, des métadonnées. Et je le dis souvent, et ça énerve certains de mes camarades, je dis n'importe quel idiot peut émettre un badge, et c'est pas un défaut, c'est une caractéristique. Tout le monde peut émettre des badges. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas émettre des badges. Comme tout le monde a le droit d'écrire, tout le monde a le droit d'écrire un blog. Donc on peut émettre des badges. Il y a des gens qui pensent qu'il faudrait limiter la possibilité d'émettre des badges en créant des systèmes d'autorisation. Et donc le succès des badges, c'est que tout le monde peut s'en emparer. Ça, je pense que c'est le point le plus important. Mais en même temps, il y a des limites. Hein, c'est que les technologies qui ont été développées jusqu'à présent, elles sont un petit peu lourdes. Elles ne sont pas très, comme on dit en anglais, user-friendly. Et donc, il y a de la perte en ligne. C'est-à-dire qu'on a fait quelques études, empiriques, hein, on n'a pas fait d'études en double aveugle, mais on s'aperçoit que sur une population de 1000 personnes qui pourraient prétendre à demander un badge, il y en a peut-être des fois 10 qui vont le demander. Pourquoi ? Parce qu'il y a des obstacles techniques et puis souvent les gens se disent le badge, à quoi ça va me servir ? Et ça, c'est le principal problème qu'on a essayé d'aborder dans le cadre de ce comité, c'est quelles sont les valeurs d'usage du badge. C'est-à-dire c'est simple, on émet des badges, mais quelle valeur on va pouvoir créer derrière ? Il y a une expression en anglais qui est spray and pray. On arrose et puis on prie qu'il va se passer quelque chose derrière. Donc il y a des limites dans les badges. Et puis, du point de vue plus général, l'idée qui s'est développée autour de la reconnaissance, c'est qu'on ne peut pas faire un apprentissage tout au long de la vie sans reconnaissance tout au long de la vie. On ne peut pas avoir simplement des moments. Et puis surtout, si la reconnaissance se limite à passer sous les fourches codines d'une validation des acquis de l'expérience par des diplômes qui viennent de l'enseignement formel. Et vous connaissez sans doute Pygmalion, My Fair Lady, un film magnifique avec Audrey Hepburn. Vous connaissez l'effet Pygmalion, c'est quoi l'effet Pygmalion ? C'est grosso modo, c'est que si on pense qu'un élève est bon,
ou qu'un élève est mauvais, eh ben, ça devient une espèce de prophétie autoréalisatrice. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la reconnaissance n'est pas quelque chose qui arrive après. Le problème qu'on a dans notre formatage par l'éducation formelle, c'est qu'on apprend, et puis à la fin, on a un diplôme, et puis finalement, c'est le diplôme qui reconnaît. Et ce dont on a pris encore plus conscience à travers les pratiques qu'on a développées autour des badges, c'est qu'il ne faut pas être nécessairement compétent pour être reconnu, mais c'est peut-être parce qu'on est reconnu qu'on devient compétent. Si on pense que quelqu'un n'est pas compétent, on va générer de l'incompétence. Et ça, c'est un point. Ça veut dire quoi par rapport aux badges? C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement utiliser les badges pour reconnaître quelque chose qui a été fait, mais que peut-être ça peut être des badges qui vont amener la personne de se projeter vers le futur. Ce sont quelques éléments de l'introduction sur le livre blanc. Et donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Philippe qui va nous expliquer tous les projets qui ont été développés à ce jour en France. Merci, bonjour à tous. Alors avant de commencer la présentation, on a une petite vidéo pour ceux ou celles d'entre vous qui ne savent pas ce que sont les badges numériques. On a une petite vidéo qui avait été produite par le réseau Canopé et puis le collectif Badge ouvert à tous en Nouvelle-Aquitaine. Si j'appuie ici, ça doit... Voilà, et encore une fois, c'est formidable. Voilà pour cette petite présentation. Alors, j'en profite pour savoir si dans cette assemblée, si en présentiel, qui a déjà un badge, au moins un badge, si vous levez la main. D'accord, une majorité ici. Merci. Alors, c'est pas grave si on n'a pas de badge, hein, c'était juste pour savoir. Vous pouvez rester. Alors, j'ai 15 minutes pour présenter la cartographie des projets et puis les résultats, les enseignements qu'on a pu en tirer. Avant de commencer, d'abord pour situer comment les badges sont arrivés en France, voilà comment on se situe aujourd'hui par rapport à 2011, l'année où ont été créés les Open Badges, c'est-à-dire une version des badges qu'on utilise en France aujourd'hui. Donc Serge l'a dit, hein, en 2016, suite à la déclaration pour une reconnaissance ouverte qui a été proclamée à Bologne, eh bien, les badges sont arrivés du côté de la Normandie à travers une initiative qu'a pris l'enseignement agricole, la profession, et qui a invité ses partenaires à venir découvrir ces outils qui nous semblaient avoir un potentiel. Et s'est créé le premier collectif de territoire, Badges en Normandie, dont on va parler un petit peu après, qui a permis de lancer une dynamique sur le territoire. Cette dynamique a ensuite été reprise dans d'autres territoires avec le Centre Val-de-Loire, les Pays de la Loire, les Hauts-de-France, et puis l'association Reconnaître qui en 2018 est venue fédérer, soutenir ces collectifs. On a une période en 2019-2020 où on a une forte période d'acculturation, on fait beaucoup de communication, de formation sur nos territoires.
Et en 2021, 2020, 2021, on a une période plutôt de structuration grâce aux projets financés, les projets PIC 100% inclusion, par exemple, qui ont été une aide pour beaucoup de territoires, beaucoup de collectifs. Et vous voyez en bas la petite carte des territoires où les collectifs, comme ça, se créent au fur et à mesure. Et ces dernières années, on est plus dans une période d'intégration. On a, par exemple, sur la Normandie, le conseil régional qui a intégré les badges dans sa politique de formation. On a un grand nombre de projets qui se sont développés. Et puis on est en 2024 aujourd'hui à se poser la question du déploiement national. En haut, sur la partie haute, vous voyez les chiffres, le nombre de badges qui augmente. Il n'y a pas qu'en France qu'on a des badges. Mais en tout cas, cette façon d'approcher les badges, c'est particulier à notre pays. Alors on a créé une cartographie participative, on a fait travailler nos réseaux badgeons les territoires pour inviter les différents acteurs à s'identifier, se répertorier sur la carte. Donc on a, à l'heure d'aujourd'hui, 104 projets. Alors vous les voyez inégalement répartis sur la carte, il y a une espèce de vide au centre, c'est parce qu'en fait, comme on a fait appel à nos réseaux badgeons les territoires, il y a encore des territoires où il n'y a pas cette structuration. Donc on a pu par contre récolter des données d'une autre façon. Alors ce qui est intéressant quand on étudie ces chiffres, c'est que quasiment tous les types d'organisations sont représentés, les organismes de formation, l'enseignement secondaire, technique, supérieur, organisation de l'insertion professionnelle, les tiers-lieux, les structures qui font appel au bénévolat, les collectivités, ça c'est intéressant, et même des ministères, parce que le ministère de l'Agriculture, à travers la Direction générale enseignement-recherche, émet des badges depuis 2018, en lien avec ces établissements. Et puis, beaucoup de consortiums ou des collectifs de type badgeon. Dans les objectifs qui sont identifiés comme pouvant servir, dans lesquels les badges sont pensés, eh bien, il y a une grande variété d'objectifs, comme vous pouvez le constater. Ça va de l'identification, évidemment, de la valorisation des compétences, quelles qu'elles soient, travailler sur le sentiment de compétences, la prise de conscience de son potentiel, valoriser les engagements, développer l'employabilité, travailler sur son territoire au lien offre-emploi, avoir des démarches de reconnaissance des acquis. Voilà. On a une grande variété d'objectifs qui sont identifiés et qui sont donc ensuite expérimentés par les différents projets. Alors la particularité des collectifs badgeons, on pourra ensuite en discuter avec l'occasion de notre table ronde numéro 1 sur les acteurs des territoires. C'est une particularité vraiment française qui a commencé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par la Normandie. Ce sont des organisations de différents secteurs, éducation, formation, insertion sociale, qui décident de se regrouper pour explorer ensemble le potentiel des badges et avoir une approche territoriale. Par exemple, traiter la question de l'emploi, de l'insertion, on peut la traiter sur un territoire restreint, un bassin d'emploi. Donc on a notamment beaucoup de consortiums de type PIC 100% qui sont intéressés à travailler avec les publics de leur territoire, les employeurs, le tissu économique et social de son territoire. Et ça, les badges sont très intéressants pour ça. Ils permettent de créer un langage commun entre tous les acteurs. Et surtout, je l'ai vécu moi-même, de pouvoir faire se rencontrer des acteurs qui ne se seraient peut-être pas rencontrés autrement. Ça, c'est une véritable particularité. Alors, comment est-ce que les badges sont utilisés pour reconnaître quoi ? Je vous ai mis quelques exemples de badges qui ont été effectivement créés. Donc on peut utiliser les badges. C'est un support numérique universel pour rendre visible des reconnaissances. Donc on peut tout à fait rendre visible des certifications, mais aussi des personnes, des référents. On peut l'utiliser pour accréditer, pour valoriser ce qu'on appelle soft skills, compétences psychosociales transversales. Un engagement, que ce soit des personnes ou des organisations. D'ailleurs, le badge n'est pas uniquement dédié aux individus. Une compétence, une pratique, mais aussi une personne compétente. C'est ça qui est intéressant avec les badges, c'est qu'on peut rendre visibles les personnes. Un savoir-faire particulier, une pratique, une compétence émergente, eh bien, on peut immédiatement la capturer comme ça avec un badge, la rendre visible. Et après, sur le bas, je vois un peu moins bien, voilà, une étape aussi dans un parcours. Comme l'a dit Serge, le badge ne vient pas, ou la reconnaissance ne vient pas forcément à la fin, mais on peut baliser comme ça des parcours d'apprentissage. On peut aussi avoir une approche collective du badge, rendre visible un collectif, un groupe. Donc
voyez, que des exemples qui sont pris sur le terrain. Alors, qu'est-ce que nous disent les projets en termes d'approche de l'outil? Serge l'a dit, c'est assez facile à utiliser. C'est unanimement reconnu comme un outil de reconnaissance multifonction, qui remplit bien son rôle, celui de mettre en visibilité. C'est important, on insiste beaucoup là-dessus, le badge rend visible une reconnaissance, rend visible des choses. Il ne reconnaît pas, il ne certifie pas, et il faut beaucoup déconstruire dans l'image, dans l'esprit des personnes, cette idée que les badges sont des micro-diplômes. C'est la première chose qu'on fait sur nos territoires, dans nos réseaux. On peut l'utiliser dans une grande variété de contextes, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, une grande variété aussi de scénarios d'émission et de validation. On a la possibilité d'inclure des personnes dans la validation des pairs. On peut s'auto-attribuer des badges. Il y a énormément de possibilités qui est donnée par l'outil. Ce sont aussi des outils très structurants. Quand on a un projet collectif, on va se lancer dans un projet, ou si on a une communauté de pratiques d'intérêt, eh bien on peut utiliser les badges pour rendre visible ce qu'on apprend, nos compétences, les personnes qui sont référentes sur un sujet, des savoirs qui sont produits. Voilà. Et c'est un outil attractif aussi. Il y a quelque chose de sympa dans le badge qui plaît beaucoup. Il y a d'ailleurs tout un travail autour de l'image. L'image, elle cache les métadonnées, elle cache la reconnaissance. Ça a d'ailleurs beaucoup nui au début au badge, qui souffrait d'un problème d'image, justement. C'était la première chose qui était vue. Et l'image, elle est techniquement pas importante, mais en même temps, c'est un visuel, c'est tout de suite parlant. Donc il y a vraiment beaucoup de badges qui sont très sympas visuellement et qui parlent. Une image vaut 1000 mots, comme on dit. C'est par contre un outil imparfait, Serge l'a dit aussi, problème d'ergonomie, d'accessibilité, on le teste encore tous les jours. Et puis, ça sera développé plus tard, un manque de services numériques pour actionner son badge, pour en faire quelque chose. Pas seulement l'afficher sur un CV, mais pouvoir peut-être ouvrir une porte comme dans le monde physique. Et puis aussi des problèmes de visualisation de la valeur du badge au sein de son écosystème. Il y en a besoin, les entreprises, ou ce qu'on appelle l'audience du badge, les consommateurs de badge, ou ceux qui vont demander le badge, ont besoin d'avoir une meilleure visualisation de sa valeur au sein d'un écosystème avant de le demander. Les processus qui ont été mis en œuvre dans les projets, eh bien, on s'est posé la question, voilà, qui est à l'initiative de la demande de reconnaissance, qui est-ce qui participe à la définition de ce qui est reconnu, qui participe à la validation. Eh bien, on s'est aperçu que c'était très important que la personne soit à l'initiative de la demande. On le retrouve dans l'acceptation des badges. Serge disait tout à l'heure, il n'y en a que 10 sur 1000. En effet, si les badges sont simplement émis comme ça, sans réflexion, sans inclure soit dans la conception ou dans la demande, les personnes qui souhaitent être reconnues, eh bien, on obtient des très mauvais chiffres. Et puis la place du badge dans le processus de la reconnaissance, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est pas forcément à la fin, il peut être au début, surtout s'il est utilisé comme un support à une démarche réflexive, dans une démarche portfolio. Les badges sont des micro-portfolios. Ou alors en cours pour, valider des étapes ou baliser des étapes. Et puis on peut utiliser le langage qu'on veut avec des badges. On n'est pas obligé de faire des badges de niveau 1, 2, 3 ou or, argent, etc. Mais on peut utiliser des postures. Ça, c'était un travail fait par le DO Macan et ses partenaires à l'occasion d'un projet FEDER, qui est de montrer que j'explore quelque chose, je pratique avec de l'aide, je pratique en autonomie, jusqu'à la posture où je suis capable de transmettre quelque chose. Et ça aide beaucoup, cette souplesse des badges. Ce que nous ont appris aussi les projets, c'est qu'il faut mettre la reconnaissance avant le badge. Ça a l'air d'être une évidence, mais on a beaucoup d'échecs si on ne s'est pas assuré que la personne souhaitait être reconnue. Il y a eu un petit cas en 2020 qui a fait polémique. Voilà, on ne peut pas simplement émettre des reconnaissances à des personnes qui n'ont pas envie d'être reconnues ou qui ont de la défiance envers vous. Il faut encourager la demande et le partage du badge. Il ne suffit pas de l'obtenir, le badge, il faut aussi les encourager à le partager pour rendre visible. Et ça, ce n'est pas gagné dans tous les projets. Il y a par moments des personnes qui ont été accompagnées, qui ont reçu une reconnaissance et qui ne voient pas forcément l'utilité du badge à la fin, puisqu'elles sont déjà reconnues. Donc, suivant les scénarios,
ça nécessite de travailler cette valeur d'usage du badge, qu'est-ce que je vais en faire, mais pas attendre la fin pour se poser la question, hein, c'est le faire dès le début. Donc les projets où les badges fonctionnent bien, c'est quand on intègre les parties prenantes dans la définition de ce qui est reconnu et comment. Donc pensez l'écosystème du badge, il peut avoir une valeur très, très locale sur un territoire, dans un réseau. Et si on travaille sur l'insertion, l'employabilité, eh bien, inclure les entreprises dans la réflexion dès le départ, c'est efficace. Les freins maintenant, eh bien, les freins dans les projets, le manque de ressources humaines ou le manque de financement, c'est déjà difficile pour les petites structures comme les tiers-lieux, par exemple, beaucoup de Fab Labs qui se disent oui, mais nous, on n'a pas les moyens de mettre de l'argent dans un abonnement, on travaille déjà, on a déjà des pratiques de reconnaissance, mais là, on n'a pas les moyens humains d'ajouter ces nouvelles compétences. Il y a beaucoup de personnes à former. On a aussi des collectifs fragiles. Hein. Je parlais de badgeons les territoires tout à l'heure, ou des pics qui se sont arrêtés à la fin d'un financement, et toute la dynamique sur le territoire s'est arrêtée. Donc ça, c'est vraiment un frein. Donc je disais de nouvelles compétences, de nouvelles missions, mais aussi de nouveaux métiers, des offres d'emploi. Si vous tapez offre d'emploi Open Badge, vous trouvez des offres d'emploi chargées de missions, chargées de développement Open Badge, ça commence à venir. Les freins internes aux organisations qui sont, quand je suis en établissement d'enseignement, comment je fais pour articuler ces reconnaissances informelles avec le diplôme. Et si je suis enseignant, c'est pas forcément aux enseignants, pardon, c'est ça qui est difficile, on est dans la conduite du changement, de créer les badges pour les jeunes, ou de valider les badges pour les jeunes, mais plutôt de les encourager à les créer eux-mêmes. Donc, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir intégrer ça dans les pratiques pédagogiques des enseignants. Donc, on est dans la conduite du changement, hein, ça fait 7 ans qu'on fait des badges dans l'enseignement agricole, par exemple, ça progresse, hein, mais ça prend du temps. Et les leviers, pour terminer, c'est ma dernière diapo. Ce qui marche, c'est l'approche territoriale. Hein, les collectifs locaux, j'ai mis entre parenthèses le lieu de la Roco parce que c'est un projet en Normandie, un petit peu dans le même esprit que les établissements publics numériques, un label qui est proposé aux établissements qui pourraient accueillir des individus ou des organisations pour les sensibiliser, les former à conduire des projets de reconnaissance ou à utiliser les outils. Donc, l'approche territoriale, le fait de travailler ensemble sur des écosystèmes de reconnaissance locaux, on sait que ça marche. Voilà. Open Badge en lui-même, l'outil en lui-même, c'est un standard international, c'est open source. Hein, on travaille en lien au sein de l'association Reconnaître avec de nombreux praticiens et personnes issues qui travaillent dans les technologies. On arrive sur un standard 3.0 ici qui va s'intégrer dans le standard W3C et les badges vont devenir des Verifiable Credentials. Donc voilà, on n'est pas sur une invention franco-française, on travaille bien sur un outil qui a une aura internationale. Je disais tout à l'heure, les leviers, c'est l'intégration dans les pratiques. Il ne faut pas que ce soit un travail en plus. Hein. Donc les badges sont très bien pour animer un projet. Si on travaille sur des projets artistiques, culturels, de développement, eh bien on peut utiliser les badges pour nous aider, comme je l'ai dit tout à l'heure, à identifier les compétences, les personnes référentes, etc. Continuer à travailler le lien avec la communauté internationale. On revient, Serge et moi, de la conférence EPIC qui a eu lieu cette année à Vienne, en Autriche. Et on est vraiment tombé d'accord avec cette communauté sur le fait qu'il fallait continuer à travailler sur la reconnaissance, sur l'ouverture de la reconnaissance et sur le standard Open Badge qu'il faut vraisemblablement réinventer pour que ça colle aux pratiques qu'on a développées aujourd'hui. Simplification de l'outil et développement de services, ça devrait être un bon levier pour que ça puisse toucher le grand public. Hein. On en a déjà bien parlé. Alors, engager les entreprises, c'est un des axes de travail du comité des acteurs. Et puis, l'inclusion dans les politiques régionales. J'ai remis Badger vos compétences, le programme de la région Normandie. C'est un levier aussi. Ça permet d'aider les acteurs du territoire. Et vous trouverez dans le livre blanc la particularité de ce dispositif qui, en gros, invite tous les acteurs à produire des badges qui reconnaissent des compétences transversales actuellement et à les proposer à les régions qui les intègrent dans son système de badges. Donc on a un écosystème de reconnaissance qui marche au niveau du territoire. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vais laisser la parole.
Oui, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vous présenter un certain nombre de propositions. Comme on vous disait, il y avait un problème avec les badges qui sont la valeur d'usage. Donc comment augmenter la valeur d'usage au-delà de simplement l'afficher sur un CV. Et donc on a plusieurs points. Le premier point, c'est la personne actrice de la reconnaissance. Lorsque vous avez un badge aujourd'hui, vous pouvez le montrer. Et il y a une application qui s'appelle par exemple Open Badge Passport. Vous pouvez afficher vos badges. Mais qu'est-ce qu'on voit uniquement? On voit uniquement les badges qu'on a reçus. On ne voit pas les badges qu'on a pu émettre, on ne voit pas les endossements qu'on a pu faire des badges des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une approche où on participe de façon presque passive dans l'écosystème. Donc l'idée, c'est vraiment de développer, par exemple, un tableau de bord personnel où on pourra visualiser l'ensemble de son capital reconnaissance. Le capital reconnaissance étant la somme des reconnaissances qui ont été offertes et des reconnaissances qui ont été reçues. Or, aujourd'hui, on ne voit que ce qui a été reçu, on ne voit pas ce qui a été offert. Or, pouvoir montrer les personnes qu'on reconnaît pourrait dire beaucoup de choses à propos de nous. Donc, voilà un certain nombre de propositions autour de la personne actrice de la reconnaissance. Aussi, l'utilisation de l'intelligence artificielle, on a fait un certain nombre d'expériences. Il y a eu une présentation qui a été faite à Vienne, justement, où on présentait comment est-ce que des prisonniers qui allaient sortir du système carcéral pouvaient valoriser les compétences qu'ils avaient pu développer. Et là, l'intelligence artificielle permettait d'avoir un dialogue de façon moins hiérarchique. Et ça permet à la personne de présenter, d'accumuler un certain nombre d'éléments et puis d'utiliser l'intelligence artificielle pour présenter, par exemple, c'est très difficile, par exemple, de pouvoir identifier quelles sont les compétences qu'on a développées dans une pratique. Mais l'intelligence artificielle, elle sait faire ce genre de lien. Elle sait que dans une pratique donnée, on développe un certain nombre de compétences. Or, comme les employeurs sont très intéressés par les compétences, eh bien, pouvoir mettre en avant ces compétences, l'intelligence artificielle peut nous aider un peu à le faire. Alors, on est, comme la Serge l'a dit, parti de la personne, parce qu'effectivement, avant tout, c'est une personne qui est reconnue, ce n'est pas une institution, rien du tout de tout cela. Mais ensuite, une fois que la personne est là, elle s'inscrit dans une communauté de pratique ou association. Et donc, pour étendre la réflexion à ce qui a été déjà dit, c'est de se dire, ces tableaux de bord qui étaient à un moment donné personnels, on peut les étendre à un collectif, évidemment. On peut aussi profiter des badges pour documenter les pratiques, ce qui est extrêmement important pour partager avec les acteurs d'un écosystème qu'est-ce qui se passe quand on donne des badges, quand on demande aux personnes de les demander elles-mêmes, c'est pas la même chose. Donc, voilà, comment on documente tout ça et quelles compétences il y a derrière, évidemment. Et puis aussi, c'est d'axer énormément sur la recommandation. Dans notre jargon d'Open Badge, on parle d'endossement. Mais là encore, qui reconnaît? Je suis reconnu par qui? Pourquoi je reconnais? Est-ce que la valeur de la personne qui me reconnaît a de la valeur pour moi? Il y a plein de questions qui se posent derrière. Et en tout cas, c'est les usages qu'on pourrait aussi augmenter. Sur les entreprises, aujourd'hui, on pense souvent au badge pour trouver un emploi. Mais si on veut vraiment que les entreprises s'intéressent au badge pour des nouveaux employés, ce serait peut-être encore mieux si elles l'utilisaient pour les employés actuels. On sait par exemple que le taux de rétention, le taux de turnover des entreprises diminue quand il y a un système de reconnaissance. Il y a une étude qui a été faite récemment, on a mis les liens dans le livre blanc, où des salariés disent même si je ne suis pas reconnu par mon patron, mais que je suis reconnu par mes collègues de travail, je serai prêt à rester dans cette entreprise. Donc la reconnaissance joue un élément important dans la dynamique des entreprises. Et donc, pourquoi est-ce qu'une entreprise n'afficherait pas l'ensemble des compétences de ses salariés? Démontrer que l'entreprise investit dans les compétences. C'est aussi un facteur d'attractivité pour des nouveaux salariés, pas simplement pour examiner les badges qui pourraient être présentés par des personnes qui veulent être embauchées.
Et puis, il y a un point en collaboration avec les organismes de formation. Je ne sais pas si vous connaissez la grille de Kirkpatrick d'évaluation de la formation. Il y a 4 niveaux. Il y a ce qu'on appelle la smile sheet en anglais. C'est voilà, est-ce que les gens sont contents? Est-ce que le formateur a fait des bonnes blagues? Est-ce que la nourriture était bonne? Le deuxième niveau, c'est est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Bon. Le troisième niveau, c'est est-ce que ça a été transféré en situation professionnelle? Et puis le quatrième niveau, c'est est-ce que ça a eu un impact sur l'entreprise? Et bien là, avec le badge, on a un outil qui permet de faire le lien entre l'organisme de formation et l'entreprise. Et donc, par exemple, de dire qu'un badge peut être demandé à la fin d'une formation et ensuite peut être validé. On me dit d'avancer, on avance. Et donc validé par le N+1 ou par des collègues. Voilà. Alors, bien entendu, vous voyez, on remonte, on arrive au niveau des OPCO. Donc les OPCO, c'est les organismes, les filières un peu, qui groupent toutes ces formations. Donc l'idée, c'est encore une fois d'avoir des outils à cette échelle-là pour faciliter un écosystème de reconnaissance propre aux entreprises. On va parler alors d'entreprises apprenantes, avec des moyens que vous connaissez tous, que vous avez peut-être l'habitude déjà de mettre en place, des cartographies. Mais là, on parle de cartographie dynamique des compétences. Je parlais cette semaine avec quelqu'un de Pôle emploi, Demain France Travail, qui disait, tiens, nous, on travaille déjà avec des référentiels, avec des orientations en fonction des compétences. Eh bien, qu'est-ce que ça va donner demain avec l'agrandissement à d'autres? Et autre chose que je vais reprendre, c'est le référentiel inversé. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais ça signifie que finalement, on ne va pas partir de quelque chose qui va arriver du haut et puis on va faire en sorte que les personnes rentrent dans des cases, mais bien plutôt de partir de ce que savent les gens pour construire un référentiel et de le faire évoluer aussi en situation dans les branches professionnelles. Et puis surtout, un référentiel n'est pas compétent. Oui. Donc si on veut voir la compétence, il faut voir les personnes. Donc on peut se servir du référentiel pour aller voir les personnes qui sont compétentes. La compétence, c'est quelque chose qui est incarné. Un référentiel n'est pas compétent. Absolument. Ensuite, les acteurs de l'éducation et de la formation, on va aller très vite. Gestion de parcours de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on parle de parcours de formation, mais on peut très bien avoir des parcours de reconnaissance dans lesquels on organise son propre parcours. L'Open University, il y a des années, au Royaume-Uni, avait créé la possibilité pour les étudiants de créer leur propre diplôme, en piochant à droite et à gauche. Et donc, pourquoi ne pas imaginer que les gens peuvent aussi créer leur propre diplôme à partir de leurs pratiques actuelles ou celles qui sont développées. Et puis, pensez aussi qu'on peut avoir un espace qui est autogéré par les étudiants, par les apprenants. Parce qu'on a souvent l'idée qu'on va faire les badges pour les autres. Faut penser que les personnes... Créer un dispositif de reconnaissance, c'est avoir un dispositif dans lequel les personnes sont vraiment actrices de la reconnaissance. On arrive à l'échelle du territoire. On va parler alors de territoire apprenant, avec les conditions, créer les bonnes conditions pour une culture de la reconnaissance. Là encore, avec la possibilité de mettre en place des cartographies de territoire. Philippe vous en a parlé, et certains existent aussi sur d'autres territoires. Le fait d'avoir un écosystème distribué, bien entendu, l'essentiel étant de créer des échanges. Si c'est segmenté chacun dans son coin, on n'y arrive pas. Et donc, c'est faire en sorte que chaque acteur puisse déjà pas réinventer la poudre quand il y a déjà des choses qui ont été créées, et puis avancer, upgrader, augmenter les compétences qui sont déjà présentes sur le territoire, et surtout les nommer, parce que souvent, elles sont totalement invisible. Alors, tout ça, c'est beaucoup plus détaillé dans le livre blanc, donc vous pourrez le commenter. Puis il y aura une deuxième version du livre blanc avec les commentaires que vous pourrez faire. Et puis les services publics, devraient s'engager, parce qu'il ne s'agit pas simplement des badges, il s'agit vraiment d'avoir une approche de la reconnaissance, de développer une culture de la reconnaissance. Donc reconnaître l'engagement citoyen. Il y a une filière technologique qui devrait être développée. Comme on le disait, les technologies qui sont utilisées pour les badges aujourd'hui, elles restent encore relativement primitives. Donc il faut construire cette nouvelle génération à partir des pratiques qui ont commencé à émerger. Et puis imaginer, par exemple, un tableau de bord au niveau national. On pourrait savoir en temps réel combien de badges ont été émis, dans quel domaine.
Et donc d'avoir cette espèce de un tableau de bord de l'état de développement des compétences, mais pas seulement des compétences, mais aussi de l'état du développement de la reconnaissance sur le territoire. Et de l'engagement. Et de l'engagement. Voilà. Tout ça, c'est beaucoup plus détaillé dans le livre blanc, et donc je vous engage à le lire et puis à faire des commentaires. Et donc, Mathias, c'est à toi de venir, parce que c'est toi qui fais la deuxième. Sylvie n'est pas avec nous aujourd'hui, et donc... Alors, donc le troisième volet des travaux, c'était vraiment des propositions pour mieux engager les acteurs, pas seulement élargir leur valeur d'usage. Donc, on a regardé différents types d'acteurs. Je vais prendre on a regardé de manière transverse, mais aussi les entreprises, les actifs, la société civile, les acteurs publics. Et la première recommandation, je dirais, c'est de prolonger un peu ce qu'on a fait nous cette année avec le comité des acteurs des badges, c'est-à-dire de lui donner une réalité plus officielle pour qu'il puisse mieux engager en fait l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, c'est très bien, mais ça reste très informel. Ça serait bien si on veut en faire un levier d'approfondissement, de déploiement d'une vraie politique publique qui est une instance de gouvernance, fût-elle simple, mais qui permette de mieux embarquer les acteurs. Ça, c'était la première recommandation. Donc, les deuxièmes recommandations, on arrive à l'échelle des entreprises. Vous voyez, on reprend un peu toujours les mêmes partenaires, les mêmes parties prenantes. Je ne vais pas vous lire tous les exemples. Encore une fois, ils sont dans le livre blanc. La première chose, c'est de créer vraiment des partenariats pour, par exemple, faciliter le développement des badges dans les systèmes d'information des RH. C'est un exemple qui peut être vraiment faciliter l'engagement des acteurs dans le déploiement. On peut aussi avoir la mission des OPSCO qui va être de piloter finalement l'accompagnement du déploiement de ces badges, ou bien d'amender la réglementation des immersions en situation de travail notamment, ou en entreprise, en utilisant les badges de manière courante. Également d'utiliser les réseaux et les collectifs pour promouvoir donc la reconnaissance ouverte et les open badges. Ensuite, au niveau des actifs, ce que l'on pourrait faire pour, encore une fois, les engager, c'est d'intégrer un guichet unique pour retrouver les informations de la reconnaissance numérique notamment, et puis aussi de cet écosystème, c'est d'inclure les badges aussi dans les différents dispositifs de reconnaissance des compétences et l'accès à la formation en général, ou bien de proposer, dans le cadre de parcours de formation des acquis de l'expérience, la VAE, aussi de prendre en compte ces open badges pour éviter de repasser tel ou tel module que l'on maîtrise parfaitement et qui parfois est un frein finalement à demander le diplôme, parce qu'on se dit mon Dieu, mais j'ai déjà fait ça 50 fois, ça me casse les pieds de le refaire. Et en plus, j'ai des badges qui pourraient le montrer. Au niveau de la société civile, l'objectif c'est de... J'ai pas raté quelque chose? Non, c'est bon. Hop là. De diffuser donc des outils pratiques à destination des associations. Donc là encore, l'association Reconnaître a déjà fait beaucoup de travail sur des outils faciles d'accès en ligne, libres de droit, etc., qui peuvent faciliter à ça, mais c'est de continuer sur cette lancée-là, en ayant des fonds, ça a été dit tout à l'heure. Et puis, c'est d'inciter à la reconnaissance au niveau national des associations. Notamment, ce qu'on avait en tête, c'est de se dire, il y a une association locale qui travaille sur l'environnement, qui est agissante et s'engage pour protéger l'environnement. Eh bien, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faciliter son travail en l'associant à des organisations qui sont un peu plus grandes qu'elle et qui donnent de la crédibilité et qui aussi évitent que chaque structure recommence à réfléchir sur ces badges alors que certains l'ont déjà fait et très bien fait parce qu'ils ont été accompagnés ou non. Enfin, les acteurs publics, je vais te redonner la parole,
Mathias ? Oui, alors les acteurs publics, ils peuvent jouer un rôle essentiel, d'abord d'impulsion, hein, de montrer l'exemple. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas que les ministres, c'est d'abord un employeur. Hein, donc je rappelle qu'il y a quand même près de 5 millions de personnes qui sont dans les 3 fonctions publiques, donc il peut distribuer des badges lui-même. Et ça a un rôle d'entraînement fort. Il y a aussi le levier un peu réglementaire. Par exemple, toutes les formations qui sont financées avec des fonds publics, avec le CPF par exemple, on pourrait dire que dès lors qu'il y a une formation délivrée avec des fonds publics, eh bien, elle doit donner lieu à délivrance de badge. Évidemment, il ne s'agit pas de faire ça du jour au lendemain, mais donner un horizon de 3 à 5 ans, parce que comme ça donne le là. Et puis, de manière très concrète aussi, on peut lancer un appel à manifestation d'intérêt, que ce soit sur des sujets technologiques ou sur des reconnaissances de pratiques professionnelles, pour aider à passer à l'échelle. Voilà, je pense qu'un des rôles clés que peuvent jouer les pouvoirs publics, c'est vraiment d'aider à passer à l'échelle, de tirer parti des centaines de projets qui sont en cours pour passer au cran du dessus. Peut-être tu veux dire 2 mots sur cette AMI ? L'AMI, par exemple, si je prends la première sur les outils, aujourd'hui, pour ceux qui sont coutumiers des badges, pour pouvoir demander un badge, il faut avoir une adresse mail. Mais en fait, sur les publics jeunes, par exemple, eh ben, on a un problème parce qu'ils n'ont pas de mail. Ou alors, il faut le mail des parents, etc. Donc là, on se rend compte qu'on a déjà une limite, alors que la reconnaissance, elle est fort utile pour eux, elle est utile à l'école, dans leurs associations dans lesquelles ils sont actifs, sportifs ou autres. Et donc là, on pourrait déjà se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur d'autres moyens de certifier que c'est bien nous qui demandons le badge, parce que dans les badges, il y a cette notion qui est importante, très importante, de contrôle, on sait qui a le badge, pourquoi on l'a donné, et voilà. Donc ça fait partie, c'est un exemple parmi tant d'autres d'amélioration technique qui pourrait avoir lieu sur les badges, et d'où cet appel à manifestation d'intérêt, parce qu'il y a énormément de talents de start-up ou d'entreprises qui travaillent sur des aspects tech, la tech, etc., et qui pourraient bien entendu répondre de manière efficace à ces sujets-là. Et sur la reconnaissance des pratiques professionnelles, tu veux dire autre chose ? Non, c'est bien. Voilà, ok. Parfait. On peut peut-être prendre 5 minutes de questions avant de basculer sur la première table ronde. Et j'en profite quand même pour remercier très chaleureusement tous les membres du Comité national des acteurs qui ont rendu possible l'élaboration de ce livre blanc et surtout cette collecte de retours d'expérience de terrain. Alors, il y a des questions dans la salle et puis des questions en distance, peut-être ? Bonjour à tous, je suis Kétia Carotine, je suis étudiante entrepreneur. Je me demandais, parmi les acteurs publics, est-ce que nous pourrions solliciter le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, puisque le badgeage numérique serait très utile également dans les circuits et les parcours d'étudiants atypiques ou non, pour promouvoir en tout cas toute la traçabilité que cela impacte forcément à ce niveau-là, quoi, voire à l'échelle européenne. Alors, tout à l'heure, nous avons un des intervenants à la 3e table ronde, qui est le président de VPNUM, qui est l'association des vice-présidents d'universités en charge du numérique, et qui vient nous parler des expériences de badge dans les universités. Et nous avons, il y a 2 semaines, accueilli parmi le comité national des acteurs des badges, France Badge, qui est une initiative portée par des établissements d'enseignement supérieur. Et donc, oui, il y a des initiatives en cours dans l'enseignement supérieur, pas seulement à l'éducation nationale. Donc, on en parlera tout à l'heure. J'avais une deuxième question, là, qui est plutôt une question en ligne. C'est moi. Oui, mais après, il y a une question là-bas. Pardon, excusez-moi. C'est pour ça Allez-y, je vous en prie. Allez-y. Bonjour, Clarisse Vasseur, je suis ingénieure formation à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et tout à l'heure, j'ai entendu un mot-clé qui m'a intéressée, c'est le mot accompagnement. Et je voulais savoir aujourd'hui quelles solutions pouvaient avoir les instituts, les entreprises, enfin, voilà, les personnes qui souhaitaient s'impliquer dans la mise en œuvre d'Open Badge pour être accompagnées.
Alors, je ne vais pas apporter un niveau de réponse et puis on pourra compléter, Philippe aussi. C'est un peu le travail, et on va en parler tout à l'heure avec la première table ronde, que font les badgeons les territoires, c'est-à-dire de pouvoir accompagner au plus proche des organisations les personnes qui ont cette volonté en acculturant et puis aussi en formant. Puis aussi, il y a tout un écosystème de gens formés, experts de ce sujet qui aussi peuvent intervenir auprès de vous. Donc après, il y a toujours une question de financement, voilà, on y arrive toujours à ce sujet, mais ça existe déjà. Alors sur votre territoire, je ne sais pas où vous êtes. Vous êtes en Normandie? Je vais laisser la parole à Philippe. Oh là là, mon Dieu, quel à-propos. Nous tenons une permanence le premier et le troisième vendredi du mois, de 13h à 14h. Badgeons la Normandie. Voilà, on vous accueille avec plaisir. Oui. Il est à Saumur. À Saumur, on a quelqu'un? D'autres questions en salle? Sinon, il y avait la question à distance. Alors, la question à distance était, avec 15% d'électronisme, quel accompagnement dans l'utilisation des open badges pour que les gens se les approprient pleinement? Alors ça, c'est un super sujet. Alors moi, je vais parler de ce que je connais, puisque actuellement, dans les Hauts-de-France, nous travaillons, grâce à la région, dans le cadre d'un SIEG, pour accompagner justement, créer des communs de reconnaissance pour toutes les personnes qui sont en situation non seulement d'électronisme, mais aussi d'illettrisme, parce que ça va assez souvent ensemble. Et donc là, on a fait à peu près 6 mois de travail déjà. On a émis nos premiers badges. Et l'idée, vous parliez tout à l'heure d'accompagnement, et là je vais parler d'un autre aspect de l'accompagnement, c'est qu'un badge, surtout sur ces publics-là, il faut que il y ait une médiation, il y ait de l'accompagnement aux personnes. Ça ne se fait pas tout seul. Donc il y a tout, en tout cas sur les Hauts-de-France, l'écosystème qui va faciliter l'appropriation de cette notion. Et finalement, l'intérêt qu'on a avec les open badges, c'est que finalement, ils servent de prétexte presque à se familiariser avec tantôt l'accès à sa boîte mail, tantôt le fait d'utiliser un QR code, tantôt voilà, autre chose, mais des outils numériques réguliers qu'on a tous dans nos vies et qui posent énormément de soucis à vraiment énormément de gens. Et c'est pas qu'en Hauts-de-France, je ne veux pas du tout stigmatiser parce que je lutte contre ça. Il y a le même problème partout en France, en Alsace et partout. Merci. Voilà, j'espère avoir apporté un niveau de réponse en tout cas. D'autres apports, questions, réponses? On passe à la suite alors? Absolument. Allons.